Aujourd'hui avec Paul Akamatsu, qui est né d'un père japonais, d'une mère française, spécialiste du militarisme en général, mais plutôt du militarisme japonais en particulier, et qui a vécu son enfance là-bas. Paul Akamatsu, comment vous avez vécu ces événements de l'entrée en guerre à venir du Japon? J'avais donc 13 ans en 1941. Et je me souviens fort bien de cette période, de la déclaration de la guerre aux États-Unis. Je suis resté toute la période de la guerre au Japon. Ce sont des souvenirs extrêmement mitigés. D'un côté, j'espérais un peu que la guerre serait une libération pour le Japon. D'un autre côté, je redoutais la défaite. Et en 1945, d'une part, ma maison a brûlé lors d'un bombardement, et ensuite la défaite est venue, ce qui a été une épreuve malgré tout. Eh bien, on va voir l'avant-guerre, d'une certaine façon, du Japon, puisque c'est seulement le gouvernement qui se constitue dans les activités japonaises. Ce n'est pas un avant-guerre. Le Japon est déjà en guerre contre l'avant-guerre contre les États-Unis et l'Angleterre. Et ensuite, nous verrons des actualités anglaises.靖国神社臨時大祭に上皇仰せい出され、10月18日、秋雨に人しお神言のきみなぎる、靖国の社島に路傍を進めさすたまい、合区の英霊に親しくご拝あらせられました。ご心配の時刻午前10時15分には、全国津々浦々、上一億の経験なる黙祷が捧げられました。確定10時20分、賢くも天皇陛下には筑前玉砂利にぬかづく遺族にご会釈を賜りつつ、天気麗しく観光をあらせられました。これより先、悲しくも尊く講和大業の礎と散った合区の英霊15013柱を、震災神と仰ぐ秋の大祭第一日、陸海軍将兵は銃剣を捧げて戦友の霊に祈り、一子報告の誠を誓いました。今こそ神と仰ぐ我が子我が父我が夫に対面できる嬉しさ、中には半島同胞の忠勇を物語る姿を見受けられ、誠国を挙げての正義でありました。三笠宮高人親王殿下には、お喜びのご婚儀を10月22日に控えさせられた16日、賢くも一学生として陸軍大学校の騎馬演習にご参加、秋草茂相模野に駒を進めさせられました。班長としてのご指揮ぶりも凛々しく、世をついて相模野にご相場をいたわらせられながら、実に100キロにわたって一睡も遊ばされず強行軍を続けさせられ、17日卒業ご帰着あらせられました。禁止玉葉の御身をもって高等傭兵のご修学に加え、各も武道ご修練のほど愛するも賢引き編みであります。南方情勢が一段と緊張を加えつつある折から、ここ台湾においても志願兵制度実施を目前に控え、日本帝国臣民としての自覚と感激に燃え立つ本島青年たちが黙々として丹田に勤しんでおります。この金曜報告隊台北訓練場、このほど長谷川台湾総督が親しく訪問、郵送活発なる分裂行進、教練視閲の後、
力強き訓示を与えて一同を激励、多大の感銘を与えました。ここは武者から3里余りの山奥、海抜4000フィートの高地における隊員の勤労奉仕、山間道路建設作業であります。虎御前と呼ばれる日本女性、鮫島清美さんが仏印20年の惜しい働きぶりを誇っています。ここは南仏印安南とラオスの国境、虎が住むという海抜1000メートルの深山。鮫島さんはフランス人ローム氏の未亡人で、未開野蛮のモイ族や安南人を使ってのコーヒー園経営です。今や皇軍平和進駐のもと、多年の労苦も報いられて南進女性の気を吐いています。秋草深き習志野厳冬に10月14日都下23大学7000の学徒を動員して国防部隊の第1回野外連合演習が行われました。臨戦態勢下、天を銃剣に変えて突き進む息も鋭く、戦車飛行機を加えての立体的機械化攻防戦に若き学徒の血は沸き立ち、実戦さながらの壮烈さ、見事な成績でありました。Ces images d'exercices militaires me rappellent des souvenirs tout à fait personnels. Les exercices militaires dans les collèges et dans les lycées ont commencé dès 1925, donc dès avant ma naissance. Par conséquent, moi-même, j'ai dû m'entraîner au collège. J'ai utilisé de vrais fusils. Il y avait même des concours de tir quand on était grand. Il y avait un officier en activité qui surveillait ces entraînements dans les écoles. Et il est intéressant de noter qu'en 1925, le Japon n'était pas en guerre. Et dès cette époque, par conséquent, il y avait des personnalités militaires qui prévoyaient un encadrement militaire des jeunes et un entraînement militaire, sans doute pour d'autres ambitions. 我が加藤工兵部隊の有志は敵弾右飛の間をものともせず新生姜に敵前佳境を行いました。かくてコナンの矢に武軍各々たる我が精鋭は軍歌も高らかに反撃の敵撃滅の相当につき進撃また進撃多大の戦果を収めました。第3次近衛内閣は複雑重大なる国際政局に対処すべく鋭意努力を傾けておりましたが、10月16日突如総辞職を決行。同夜この旨伊藤情報局総裁より発表されました。これで17日改名は東条陸軍大臣に下りました。改名を拝した東条中将は陸軍大臣官邸に入り、国交組閣本部として電撃組閣に取り掛かり、夜を徹して折衝を続けました。かくて18日午後、閣院名簿法廷信任式を終わり午後5時半首相官邸で初閣議を開催。星野内閣書記官長、寺島京神県鉄道大臣、
岸商工大臣、島田海軍大臣、加谷大蔵大臣、東郷外務兼宅務大臣、東條内閣総理大臣兼内務大臣兼陸軍大臣、ここに東條大将を主犯とする臨戦協力内閣は成立。初閣議後の記念撮影を終わって東條新首相は次のごとくその決意を内外に鮮明いたしました。今や未曾有の重大施局に臨む政府は、いよいよ明法との抗議をかとし、うちますます国防国家体制を完備し、水のもと祖国一体制御の達成に邁進せんことを期し終わり。C'est la fin d'une période où le pouvoir pouvait être confié à des civils. Désormais, le pouvoir allait être confié d'abord à un général en activité. C'était la première fois qu'un général en activité était Premier ministre. Dans le gouvernement précédent de Konoe, il était ministre de l'armée de terre et ainsi il devenait Premier ministre. Le départ de Konoe signifie aussi le départ d'un homme qui avait été conseiller de l'empereur. Il avait eu aussi un aîné qui s'appelait Sai Onji, qui est mort en 1940. Ils avaient été tous les deux à la conférence de la paix en 1919. Sai Onji était revenu persuadé qu'il fallait accepter l'ordre international anglo-saxon comme il le disait. Mort en 1940, Konoe restait seul avec ses propres idées, à savoir que le Japon avait pour tâche de constituer un autre monde, un nouvel ordre international en Asie. Il a échoué en essayant de brider les ambitions de l'armée et il cédait par conséquent la place à un général qui faisait partie de la faction, disons, de l'ordre dans l'armée, qui s'était montré un peu plus discipliné dans ses rivalités entre officiers, lieutenant-colonel, colonel, et il avait la réputation d'être un homme intelligent, un homme de décision. Et sans doute, le 18 octobre, lorsqu'il devient Premier ministre, il avait déjà plus ou moins décidé de faire la guerre. Et il allait bientôt envoyer un second ambassadeur aux États-Unis, Kurusu, dont le rôle échappait totalement aussi bien aux civils japonais qu'aux Américains. Et c'est ainsi que, très rapidement, il allait obtenir de l'empereur l'assentiment pour faire la guerre qu'il disait inévitable.秋空爽やかに晴れて菊の香りもいや高き10月22日、賢くも三笠宮高人親王殿下には御めでたくご結婚の礼を挙げさせられました。この日殿下にはご息隊姿も神々しく、青山東御殿をご質問宮上へ向かわせられました。高木百合子姫にはおすべらかしの女将にお評議のお装いもひときわ美しく、ご親族その他のお見送りのうちを赤坂区青山高木町のご実家からご順道宮上へ参入せられました。かくて
賢所大前に晴れのご盛儀をおえさせたもうた三笠宮同妃両殿下には、午前10時20分球場音発御道場の自動車ロボにてご機嫌麗しく青山東御殿にご帰還遊ばされました。上草一億の歓喜はこの日全国津々浦々に満ち溢れ、竹の園の御栄を孤島に立てまつったのであります。これは海を家とし、海に生きる海軍の将校たちが太平洋の荒波をよそに悠々としてお門違いの手綱を引き締め、心身の鍛錬に余念のない姿です。東京にあって陸上勤務の将校たちは潮風に鍛える機会に恵まれませんので、こうして暇を割いては海軍のアランマ乗りなどと言われるほどに馬に親しみ、自局突破の体制を遺憾なく整えております。丸腰の品兵がのんびりした顔つきで秋の日差しをいっぱいに受けて教えられた体操を楽しんでいます。体操が済めば朝の食事、夫や子供と一緒に捕虜となった将校の細君がご飯を運んでいます。そして食事が終われば愉快な遊戯が待っています。かつて給料の不払いから飢えに苦しんだ悲惨な生活はどこへ行ったのでしょう。徹底抗日といい、焦土抗戦と絶叫する小政権の傀儡となって訳も分からず戦っていた品兵が日本軍の捕虜となって初めて知る喜び、兵隊さんの紙芝居に手を打つ彼らはもう迷いの夢から覚めています。私は今回政府の命によって近く東京を出発して出院に赴くこととなりました。私の使命は本年春できました日本と出院との間における経済協定および本年7月締結せられました共同防衛議定書、この2つに基づいて両国間の政治的および経済的関係を一層密接にするというのが私の使命であります。ここは関東の西方およそ100キロの地点にある南海圏同港。石灰岩の岩脈が延々として連なり、岩を打ち砕くダイナマイトの轟音が大地を揺るがしています。働く人たちは一握りの石灰も文字通り大陸再建の礎とはるばる乗り出していった日本人、進んでこれに力を合わせる中国人ら数百名。掘り出された石灰岩はこの近くのセメント工場で生成され、全て現地の建設資材として使用されております。アメリカ、インド、エジプト、いわゆる英米陣営に綿の大半が産出します。しかしこれらの国の綿に比べて決して劣らないのは北市中市の玉夜に実を結ぶ綿であります。今中市では綿の収穫に老いも若きも懸命な努力を重ねております。中市で取れる綿は品質改良に工夫が加えられて日本向けには最も有望です。英米の経済圧迫にもかかわらず、大陸各地にはこのように建設と開発が力強く進められております。
快速を利して一挙に敵陣突破の華やかさを謳われた騎兵部隊は、今やその快速にクオールに近代的機械化をもってますますその威力を高めております。これは機砲兵団の一翼を担う騎兵学校の母演習。馬を飛ばして敵陣に迫れば、たちまち地に張って猛暑の雨を浴びせ、陸続と続く戦車の援護のもと、雪崩を打って敵陣に踊り込む、極めて合理的な戦術であります。この颯爽として近代兵器の集中するところ、いかなる眼敵も歯向かうにすべなし。自局の緊迫感、いよいよ大なる時、見よ精鋭陸軍が全世界に示す厳然たるこの異様を。極まれるこの国際情勢のもとにおいて、高度国防国家建設の用務であることは今更言うまでもありません。このためには国家としても多額の経費を必要とし、また民間の生産拡充のために巨額の資金が必要であるのであります。この資金を生み出すものは実に国民貯蓄の増加にあるのであります。この際、一億国民はあらゆる困苦欠乏に耐え、極力消費を節約し、できる限り貯蓄に努め、もってこの負担を突破し、万民抑散の率を上げることを切望してやまざる次第であります。Paul Akamatsu, à la suite de cette activité japonaise, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est quelle est votre réaction devant ces actualités, vous qui êtes un historien maintenant. Et la deuxième question, ce sera de vous demander quelle est la spécificité du militarisme japonais par rapport à d'autres formes de militarisme qu'on connaît en Europe au XXe siècle. Ma réaction devant cette bande d'actualité, c'est l'idée que c'est un monde japonais qui s'en va, n'est-ce pas? C'est un monde qui ne reviendra plus non plus. C'est un Japon paisible et tout à l'heure, le ministre des Finances parlait de 100 millions d'habitants. C'était en incluant les habitants de la Corée, de Formose, de toutes ces dépendances que le Japon avait conquises depuis la fin du XIXe siècle. C'est un Japon qui n'arrive pas à assimiler les ressortissants de ce qu'on pourrait appeler les colonies japonaises. Et jusqu'à la défaite, le Japon allait en quelque sorte traîner ce monde sans savoir, pour 90% de la population, que le Japon allait vers la défaite. Et alors, la prise du pouvoir par les militaires implique un changement de cap de la guerre. Tout à fait, oui. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que Tojo est le chef de l'armée de terre, a été un des chefs de l'armée de terre, et il va faire la guerre, au fond, sur mer, oui, aux Anglais, aux Américains. Oui, oui. Autrement dit, les militaires de l'armée de terre veulent faire la guerre sur mer, et les amiraux qui lui sont opposés voudraient faire la guerre plutôt aux Russes après les Chinois. Il y a quelque chose qu'il faudrait comprendre. C'est une manière de se défausser ou c'est un problème de choix stratégique? Le commandement de la marine était persuadé qu'il fallait une guerre courte.
Je ne sais pas si le commandement de la marine songeait tellement à la guerre contre la Russie, ça je ne le sais pas. Mais il n'était pas toujours très favorable à une guerre longue contre les anglo-saxons. Surtout pas contre une guerre qui allait s'enliser en Chine. Alors que les militaires, l'armée de terre, songeaient à occuper le terrain sur le continent. L'armée de terre était persuadée que la stabilité n'allait venir en Asie orientale qu'avec une Chine en paix. Et la Chine en paix, l'armée japonaise n'a concevait qu'avec une présence militaire japonaise. Et pourtant, c'est ce chef militaire de l'armée de terre qui va entrer en guerre contre les puissances maritimes. Oui. Ça, c'était pour obtenir des ressources, et notamment en pétrole. Oui. Le Nagano, le commandant de la marine, disait que le Japon avait 2 ans et demi de réserve de pétrole, 1 an et demi seulement si la guerre se poursuivait. Donc, pour l'armée de terre, il fallait aller conquérir l'Indonésie, qui pouvait fournir du pétrole au Japon. Et alors, ces militaires, qu'est-ce qu'ils ont de spécifique par rapport à d'autres? Je pense que c'est sa nouveauté. L'armée japonaise est une armée de conscription depuis 1873. Et ce sont des officiers qui ont été formés à des écoles, et très souvent dans des écoles de l'Occident. Mais ce sont des hommes qui ont appris à être proches de leurs hommes. C'est une armée dans laquelle se retrouve un peu la même composition que la population tout entière. Et notamment, au moment de la grande crise, les officiers allaient se sentir proches de leurs subalternes d'origine paysanne. Et il allait se former à ce moment-là une idéologie politique à la fois anticommuniste et anticapitaliste. Et naturellement, cette armée a des idées politiques qui sont peut-être proches des fascismes, mais enfin avec une idée spécifique pour élaborer un nouvel ordre, comme le pensait Konoe finalement, un nouvel ordre en Asie orientale. Eh bien, on va voir maintenant l'autre versant des actualités, comment les Anglais voient la guerre cette semaine. Il n'y est pas question d'Extrême-Orient, mais il est quand même question d'Asie. The International Staff Band of the Salvation Army celebrates the 50th anniversary of its foundation by playing a program of music in the forecourt of Buckingham Palace. The march, Under Two Flags, being played, was written in honor of the thousands of members of the Salvation Army serving in His Majesty's forces. One juvenile jitterbug wants them to swing it. The King comes to express his enjoyment of the band's performance. Colonel Fuller, its conductor, has been with the band for 44 years, another anniversary to be proud of. The tramp of marching feet echoes in the busy yards of a naval establishment as Free French sailors parade for the arrival of General de Gaulle. He has come to present the Croix Libération and other decorations to members of the crews of the submarines Ruby and Minerve. The Chief of the Free French Navy and Air Force, Admiral Muselier, also receives the new decoration. Ils se détestent. Mais ils se détestent vraiment. L'amiral Muselier est un amiral 3 étoiles, 63 ans, De Gaulle n'a que 50 ans.
Et l'amiral Muselier a en plus une conception de la résistance différente de celle de De Gaulle, puisque Muselier voudrait se battre partout, tout le temps, alors que De Gaulle juge que si on le faisait, on serait les subordonnés des armées anglaises ou autres dans le monde. Donc De Gaulle veut construire politiquement l'instrument de pouvoir d'une renaissance de la France, en quelque sorte. Et au moment où nous sommes, De Gaulle a voulu constituer un comité qui serait une sorte de gouvernement provisoire des Français en Angleterre, et Muselier a refusé d'entrer. Et non seulement il a refusé d'y entrer, mais il a dit qu'il allait faire sécession avec sa marine. Ça a été un vrai drame. Un vrai drame. Finalement, Muselier a cédé dans l'intérêt de la nation, de la patrie. Et pour commémorer cette réconciliation fictive, cette décoration arrive à point nommé. Ce n'est pas la première qu'on voit dans ce type de circonstances. The submarines Ruby and Minerve have worthily upheld the spirit of free France and are later visited by General de Gaulle. The gallantry of the crews has won battle honors for the Free French flag. Splendid achievements which one day will be spoken of with pride in a liberated France. Trained paratroops from their headquarters at Fort Benning, Georgia, participate in Let's Pretend warfare in Louisiana. 127 men bailing out at half-second intervals in the biggest mass jump ever made in America. First thing on landing, the men get ready for action as supply containers filled with equipment and munitions are ripped open. And on that note, we leave sunny Louisiana with its peaceful fields, its honeyed flowers, and its blooming paratroops. On the flat, sun-baked plains outside Kazvin, the advance columns of British and Russian troops meet. The British general and the Russian divisional commander exchange courtesies, and a friendly spirit soon springs up between the men of the Soviet and the contingent of Empire troops. The men come forward to meet for the first time, and their respective commanders set an example of cooperation and overcome language difficulties with friendly inspections of each other's armored equipment. The British contingent is composed largely of troops from India. A Gurkha proudly displays his razor-edged kukri. Tradition has it that before returning it to its scabbard, the Gurkha will always draw blood, usually nicking his finger. On entering Kazvin, a celebration is held in the officers' mess, the Russian officers acting as hosts to their British allies. Ils s'aiment. Cela, ils s'aiment, les Anglais et les Russes. Les Anglais ont oublié leur anticommunisme, les Russes soviétiques, leur méfiance vis-à-vis de la politique anglaise de l'année 40, et en Perse, enfin en Iran, où ils se retrouvent à partager un pays de façon un petit peu impérialiste, enfin demi-impérialiste, puisque l'un prend le nord et l'autre prend l'autre moitié, le sud, ils se retrouvent et on retrouve la vieille rivalité de ce qu'on a pu appeler la lutte de la baleine, l'Angleterre et de l'éléphant. Ils se retrouvent ensemble, mais ils se battent, mais ils s'admirent. Alors il y a 1000 raisons pour lesquelles les Russes admirent les Anglais, d'avoir résisté, naturellement en 1940, de continuer à se battre à Tobruk ou ailleurs, mais il y a une petite raison supplémentaire, et qui date de toujours, enfin qui date du début du siècle, c'est que dans les toasts, les Anglais, de tous, tiennent le plus longtemps. Et dans toute l'armée russe, on raconte cette histoire qu'au début du siècle, il y a eu un concours de beuverie entre Allemands, Russes, Anglais, et après qu'on ait bu tous ces verres, tout le monde s'était effondré, sauf les Anglais qui tenaient autant et plus même que les Russes. Alors là, pour un Russe, ça mérite le respect. The toast is given to the defeat of Nazi Germany. For victory, Zapodiedo. And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran. Great advantages to Russia and Britain are brought about by the establishment of wartime control over that part of Iran situated between Iraq, Turkey, Soviet Transcaucasia, and the Caspian Sea.
All credit to the troops from India who played such a conspicuous part in this strategic victory. For the first time, we see the new Shah arriving at Parliament House to take over the reins of office in succession to his abdicated father. Shapur Mohammad Riza, the former crown prince, now occupies the peacock throne. Inside are assembled his cabinet ministers to witness the taking of the oath. The new Shah has had to provide evidence that he'll display a less pro-German attitude than his deposed predecessor. The ex-Shah of Persia exploited his people until his own coffers were filled to overflowing. The new Shah has no easy task ahead of him. Iran is likely to remain much in the news. During the course of operations, the Navy not infrequently collects quite a haul of prisoners. German and Italian captives are continually being shepherded to places of internment. After action, our lads like to leave the place looking clean and tidy. And these blokes are not exactly oil paintings. No coupons wanted in these circles. Convoy work in the Mediterranean is writing one of the most glorious pages in our naval history. When news of heroic actions comes through, every Briton worthy of the name thrills at the name of Ark Royal, the gallant, fighting Ark Royal. On this particular occasion, when an exceptionally important convoy passed safely through, two of our mightiest battleships, including HMS Rodney, were also among the escorting warships. Scouting aircraft of the Fleet Air Arm have sent back word of an impending attack from the air. Every gun is trained into the sky as Italian torpedo planes come into attack. Then the whole place seems to blow up as the guns open fire. See those planes low on the skyline? Those are the I-TIEs. Hear those guns? Those are coming from every ship in the escort. See those columns of water on the skyline? Well, HMS Nelson was hit by a torpedo, but with a slight reduction of speed, she carried on, and once again, the convoy got through. If at first you feel inclined to become impatient at the sight of pictures of army training, remember that while Britain has been at war for 2 years, she's had to build a new and adequate fighting force. To get accustomed to the sight of armored vehicles charging at them, men of the Royal Berkshires have put through severe tests in Northern Ireland. No kid-glove methods about these exercises. They're closer to the real thing than we've seen for a long time. A bayonet charge through a heavy barrage by men acting as German troops. Yes, we've got to fight a war and do this at the same time, thanks to the short-sighted policy that existed before the war. This time, there'll be no mistake. It's all good training for that infinitely gratifying job of pig-sticking. Through a water-filled tank trap, in a stop-at-nothing charge that makes the modern infantryman the toughest thing on 2 legs. Forward enemy troops on motorcycles are dealt with by tripwires at a roadblock. When the armored units arrive, there are no half measures in dealing with them. As for the driver, don't worry about him, he's used to it. He's married. See this 18-year-old French girl coming down the London street? She's just made a dramatic escape from occupied France. After eluding the Gestapo, this brave young patriot sailed 250 miles in an open boat. Now, Mademoiselle X, the Pathé Gazette microphone's yours. Oh, yes. After my adventures in occupied France, I am very happy to be in England. I have already seen General de Gaulle, and he promised to give me work to do for the Free French Force in this country. I am very happy in the prospect.
Guardsmen form a guard of honor as General de Gaulle arrives to spend an afternoon at one of our tank factories in the Midlands. The leader of the Free French, one of the world's foremost authorities on tanks, and who was once reproached by French generals for being tank mad, holds a high opinion of our new Covenanter tanks. Poland and France were conquered because of the overwhelming numbers of German tanks, says the general in a speech to the workers. We must see to it that history will not repeat itself in Russia. Further encouragement comes in these pictures from America of the giant Roebling tanks demonstrating their capabilities. Scientists have produced a new amphibian design which, while carrying up to 40 men, can travel at speed over rough country and through scrub and marshland and then take rivers in its stride. At a steady 10 miles an hour, they head for the open sea in the Gulf of Mexico. 1 minute a blockhouse on tractors, the next a combination of tank and submarine. We seem at long last to have realized that it is tanks that will win this war. With sufficient numbers of these amphibians, we might really go places and do things. Just another Nazi scheme that went wrong. They sent the Norwegian freighter Busko to Greenland to establish and operate a secret radio station to aid German submarine warfare. But the United States Coast Guard was on the alert, with the result that the ship, with its crew of 20 Norwegian Quislings, a German Gestapo agent, and another dog, is now safely out of harm's way in a New England port. I, a citizen of the Soviet Union, a true son of the heroic Russian people, solemnly swear not to put down my gun until the last fascist viper on our soil is destroyed. Signed, the Partisans of the Soviet Union. Having taken the oath, arms are handed out to the men and women whom the Nazis hate and fear. The Red Guerrillas, sworn fighters defending their motherland with their lives. The gallant city of Leningrad. Not for the first time are the people of the former capital, renamed after Lenin, facing an oppressor. Each day the besieged city wins further glory in its heroic stand. A Russian factory worker calls on his comrades to redouble their efforts, an appeal which never falls on deaf ears. In Moscow it's the same. The Muscovites respond like one man. But the fate of Moscow does not decide the fate of the USSR. The people of the Soviet are prepared to resist right up to the Ural mountain chain and beyond. Men of the Soviet Air Force are daily hitting back at the invaders. Captains of the aerial seas, they call them. After being briefed by Squadron Commander Captain Postnov, the Stalinsky-Sokovy, Stalin's Falcons, take to their planes to bomb the advancing Nazis. The gunner takes his place in the turret and, before taking off, warms up his gun. Day after day, the valiant Falcons are battering the mechanized units and manpower of the thrusting enemy. And here's an important point I'd like to make. Maybe you have seen bombers in action on the screen before, but have you ever seen bombs falling on German lines before? At a squadron of the Coastal Aviation of the Black Sea, a sort of cross between our Fleet Air Arm and Coastal Command, the order to attack an enemy objective is received. And in RAF language, they scramble. The signal to take off is given by a rocket pistol. Bombs gone. I don't know what the equivalent is in Russian, but you can see for yourselves that when they're gone, they're not forgotten. It's up to us and the U.S. to see that Russia is victorious in the worst war Germany has had to fight. On land and sea and in the air, the great trilogy of nations will emerge triumphant. Paul Akamatsu, après ces événements de
de Russie et d'ailleurs, on a envie de vous demander comment, au Japon, on voyait la situation internationale à cette date, quels étaient les rapports qu'il y avait avec... nous avons souvent parlé, nous, des rapports de l'Allemagne avec le Japon, mais pas du Japon avec l'Allemagne. Les Japonais, à cette époque-là, étaient surtout préoccupés par le problème du pétrole et les négociations avec les États-Unis. Cela étant dit, les Allemands ayant conclu le pacte germano-soviétique, le Japon les avait imité les Allemands et avait conclu un pacte donc avec l'Union soviétique. Et les Japonais étaient persuadés que les Soviétiques allaient rester jusqu'à la fin de la guerre des alliés fidèles, ce en quoi ils ont été plus ou moins trompés. Et il faut dire aussi que les relations avec les Allemands n'étaient pas toujours faciles, notamment dans la guerre que les Japonais menaient contre le gouvernement nationaliste en Chine. Ils se sont aperçus que les Allemands continuaient à conseiller le gouvernement de Chiang Kai-shek, réfugié à Chongqing, et le gouvernement japonais a officiellement protesté pour que les Allemands ne continuent pas à conseiller les nationalistes. Mais et pourquoi il les conseillait? Les Allemands considéraient tout à fait naturel de conseiller un gouvernement qui s'opposait au gouvernement communiste de Mao Tse-tung. Ah, voilà, c'est ça la vraie raison. Oui. Donc il y avait une sorte d'ambiguïté dans ces relations. Oui. Et c'est ce qui explique aussi qu'Hitler était agacé que les Japonais, maintenant, n'entrent pas plus dans la guerre de leur côté. C'est vrai que les Japonais ne sont pas entrés en guerre, dans cette espèce de guerre totale, n'est-ce pas, sans quelques hésitations, notamment dans l'attaque de Singapour, par exemple. Les Japonais ont beaucoup réfléchi avant de décider de prendre Singapour au revers en traversant la Malaisie. Ce sont des décisions qui sont élaborées petit à petit, après avoir admis que pour conquérir l'Indonésie, il fallait bien occuper Singapour. Oui. Il y a une autre question qu'on doit se poser, c'est qu'après coup, c'est toujours facile, bien sûr, de jouer les raisonneurs et de donner des bons points à la diplomatie. Mais après coup, on se dit que on ne comprend pas bien que les Japonais aient conclu ce pacte avec les Russes, n'est-ce pas, et qu'ils n'aient pas profité de l'attaque allemande sur la Russie pour, en quelque sorte, achever leur victoire en Chine. Ils sont restés neutres depuis le fameux pacte qu'il y a eu entre les Japonais et l'ambassadeur et Staline. Et alors, autrement dit, on peut juger qu'ils ont fait une erreur de calcul. Est-ce que les Japonais ont vu ça comme ça? Non, ils n'ont pas vu comme ça. Les Japonais rêvaient d'étendre cette zone de nouvel ordre vers la Mongolie. Et c'était un rêve que les Japonais entretenaient depuis la fin du XIXe siècle, en réalité. Et ils ont bien essayé, à partir de 1937, de grignoter un peu de terrain du côté de la Mongolie. Et il y a eu une guerre, notamment de chars, n'est-ce pas, entre les Japonais et les Soviétiques, notamment en 1939. Et c'est une guerre qui a plutôt mené les Japonais vers une défaite. Et les Japonais sont restés sur ce souvenir. Et ayant réussi à conclure une paix plus ou moins avec les Soviétiques en Mongolie, ils ont pensé que le pacte avec Moscou était une bonne garantie pour que la paix soit durable dans ce secteur. Et qu'ils puissent attaquer complètement bientôt de l'autre côté. Voilà. Merci pour Nakamatsu de cet éclairage général sur l'intérieur et l'extérieur de la politique japonaise. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler bientôt lorsque la guerre éclatera. C'est moi qui vous remercie.